Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, si vous croyez comme moi que les Vikings portaient des casques à plumes ou que l'Anthropocène commence avec la révolution industrielle, eh bien vous êtes mûrs pour la petite séquence de révision que propose la bibliothèque à remonter le temps. Elle est dirigée par Olivier Grenouillot. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moirette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, commémoration et programme de français dès l'école primaire d'ailleurs. Commémoration, celle de la mort de Marcel Pagnol. C'était il y a tout juste 50 ans. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, chasse au trésor en mer des Caraïbes. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le plateau repas de Sandra Ferreira. On parle couramment du sucre. Eh bien, on devrait dire des sucres. Notre diététicienne et nutritionniste vous aidera à séparer les bons des mauvais. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. La bibliothèque a remonté le temps, c'est le titre d'une collection que lancent les éditions du Cerf, collection grand public. Elle est accessible dès l'âge de 14 ans. Je vous la montre, enfin je vous montre le début et puis on va évidemment en parler. Elle est dirigée par l'historien Olivier Grenouillot. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. 4 volumes donc parus pour ce lancement. Les dieux de l'Égypte, les Vikings, De Gaulle et sous votre plume, le néolithique. En quoi cette collection, qui se veut effectivement grand public mais quand même accessible dès les années collège, en quoi est-elle différente par exemple de ce qu'on peut trouver dans un manuel scolaire ou et complémentaire de ce qu'on peut trouver à l'école? Disons qu'elle s'adresse d'abord à tous, à chacun d'entre nous, je dirais de 14 à 99 ans, davantage. Et puis peut-être... ce qui est original, c'est l'association de caractères, de moins 3 caractères. D'abord, ce sont de beaux livres avec... Alors, j'en témoigne, on les voit. Du regardez. papier glacé, une belle mise en page, une belle maquette que l'on doit à Christophe Bouillet. Donc, des livres agréables à feuilleter, à regarder, à lire. C'est un grammage du papier assez important. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle finalement d'un déclin de la pratique de la lecture. Donc, il faut que les livres soient beaux et agréables. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ils sont ambitieux. Ambitieux sur le fond, ambitieux d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue civique. Peut-être on va en reparler ensuite. Et puis troisième caractère surtout, ils sont accessibles à tous. Voilà. Tout a été fait pour que finalement chacun, j'ai eu des lecteurs de 14 ans, j'ai eu des agrégés d'histoire, chacun y trouve son compte parce que tout est fait pour que finalement on comprenne les choses sans, par exemple, il n'y a pas de lexique, simplement parce qu'on n'a pas besoin de définitions plaquées en dehors du texte. Le texte doit se comprendre par lui-même. Et ça, j'en témoigne, c'est d'une lecture extrêmement fluide, extrêmement agréable. Il y a un des premiers aspects qui m'a arrêté à vous lire, c'est votre souci de faire dialoguer le passé et le présent. C'est peut-être compris d'ailleurs dans l'histoire de remonter la bibliothèque, à remonter le temps, parce que l'histoire, ce sont des faits, mais c'est aussi un récit, c'est aussi parfois des mythes, et on a l'impression que dans beaucoup de volumes, il y a ce souci permanent de ne pas faire dire à ce qui s'est produit, finalement, ce que nos lunettes d'aujourd'hui racontent, ou de ne pas faire dire seulement ce que nos lunettes d'aujourd'hui racontent. Alors oui, il y a cette résonance entre le passé et le présent dans chacun des livres. Alors cette résonance, elle apparaît ici ou là, en fonction des chapitres et des sujets, mais je dirais que dans chaque livre... Ah oui, il y a le fameux chapitre 9. Le chapitre 9, le 9, oui, voilà. Le chapitre, le 9 est consacré exclusivement à cela. Par exemple, dans le néolithique, on essaie de présenter les pièces du dossier. Est-ce que le néolithique, puisque l'homme invente l'agriculture, l'élevage, etc., il devient indépendant pour sa nourriture? Est-ce que c'était une entrée, finalement, de l'humanité dans le progrès, vers un monde meilleur? Ou bien doit-on considérer cette entrée comme le début d'un cercle vicieux qui pousse l'homme à maîtriser la nature et voire peut-être à la détruire? Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est le début, c'est l'exemple que je prenais en ouverture d'émission de ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'homme et l'action de l'homme agit sur le climat plus que les éléments naturels eux-mêmes. D'habitude, l'Anthropocène qu'on fait plutôt démarrer au moment de la révolution industrielle ou éventuellement au moment de certaines grandes catastrophes climatiques avec les volcans qui explosent de mémoire océanienne. Certains le font en moitié au néolithique. Et certains le font au néolithique, voilà. Dans par exemple, les Vikings, le chapitre 9, c'est essayer de voir comment d'invention en réinvention successive s'est forgée l'image que l'on se fait aujourd'hui du Viking, qui est loin de celle de la réalité. Et ça, on va en reparler. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire aussi on ne sait pas tout. Il faut accepter parfois de s'en tenir à des hypothèses. Et c'est peut-être là qu'on commence à former le citoyen de demain, quelqu'un qui est capable aussi de se forger une opinion, mais à partir d'un certain nombre de questions et en étant capable de dire on ne sait pas tout. Tout à fait. Ce qui est très important dans cette collection, c'est que nous ne sommes pas là pour dire au lecteur ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit penser. On est là pour apporter les pièces d'un débat sous la forme d'une enquête. Ce sont toujours des historiens chevronnés qui écrivent ces ouvrages, mais ils ne sont pas là simplement pour raconter, je dirais, les choses, mais pour donner du sens à ce passé. Et donc, toutes les pièces du dossier sont là, mais il y a peut-être une phrase qui résume tout, une phrase rituelle à la fin de l'introduction, du style « À ces questions et à bien d'autres tout aussi passionnantes, ce livre vous permettra de répondre. » On donne les éléments de réponse,
on ne dit pas ce que le lecteur doit penser. Par exemple, le néolithique, le lecteur s'aperçoit à la fin du livre que finalement les deux récits, l'entrée dans le progrès ou l'entrée dans le malheur, ne tiennent pas tout à fait la route parce que finalement, il renvoie à l'image que l'on se fait du progrès et pas à l'image du passé. On va en parler juste après l'anti-sèche du néolithique, si vous le voulez bien, parce que c'est vous qui l'avez signé. Je précise, puisque vous parlez d'eux, que les autres auteurs des premiers ouvrages parus dans la série sont Frédéric Fogacci, Frédéric Servageant et Bruno Dumézil. Et on continue à parler de cette bibliothèque à remonter le temps qui vient d'être lancée par les éditions du Cerf, si vous voulez bien, Olivier Grenouillot, juste après l'anti-sèche. Brandon Moirette. Brandon, bonjour. Emmanuel, bonjour. Vous êtes un passionné d'histoire. Je sais que vous allez me piquer les bouquins à la fin de l'émission. Voilà, il commence déjà maintenant. Mais vous avez choisi de nous faire réviser les programmes de français aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de la mort d'un de nos plus grands écrivains et cinéastes d'ailleurs, Marcel Pagnol, qui figure au programme scolaire de français au collège, en seconde, mais également dès l'école primaire, on le lit. Oui, 18 avril 1974, 50 ans. Il est né le 28 février 1895 dans le sud de la France, à Aubagne. Il grandit dans une famille extrêmement modeste. Il est passionné par l'écriture grâce à son papa dès son plus jeune âge. Bon, il fait des études littéraires. Ensuite, il devient professeur de lettres. Rapidement, il arrête. Il veut se consacrer à sa carrière artistique. Il démissionne. Il fait d'abord, il se fait connaître comme dramaturge avec des pièces comme Topaz, qui est présentée quand même en avant-première à Berlin en 1927 et saluée par la critique. Déjà, il sent qu'il y a quelque chose dans le théâtre, mais c'est surtout avec les films qu'il se fait considérablement connaître, qui atteignent des sommets, ces films dans les années 30, avec une série extrêmement célèbre aujourd'hui, comme des classiques du cinéma, la trilogie marseillaise, c'est Marius, Fanny et César, qui racontent les histoires de la vie quotidienne de Marseillais, les conflits sociaux, les histoires amoureuses. Il y a une date importante pour Marcel Pagnol, 1933. Il adapte la pièce de Jean Giono qui s'appelle Geoffroy et qui illustre justement ce cinéaste total qu'il veut être et qui va marquer les prochaines années de Marcel Pagnol, parce que c'est ça la particularité de ce film, c'est qu'il tourne énormément de scènes extérieures, de paysages naturels, alors qu'à l'époque, notamment le cinéma... On tournait en studio. On tourne en studio. Et justement, il est salué par la critique, ce film, et par les professionnels du cinéma. Et ça attire notamment Roberto Rossellini, qui est passionné par l'œuvre de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, pionnier aussi dans l'utilisation du son au cinéma. C'est un des premiers réalisateurs qui exploite directement les possibilités offertes par le cinéma sonore. Et oui, La femme du boulanger, 1938, cette comédie extrêmement marquante, justement, on voit le talent de Marcel Pagnol ici, avec plein d'émotions dans le film du début à la fin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, là, il arrête un peu de travailler, il s'engage dans la résistance. Il connaît là des difficultés au retour de la résistance avec l'industrie cinématographique. Lui, il se tourne vers sa propre production, les films Marcel Pagnol, et là il commence à aider des jeunes réalisateurs. 1946, naturellement, il entre à l'Académie française. 1960, président du Festival de Cannes, sachant que quelques années plus tôt, 1954, il arrête sa carrière cinématographique après la mort de sa fille Estelle, et là il prend la plume, il raconte ses souvenirs d'enfance avec énormément d'ouvrages. Et là encore, on va avoir droit à une série qui contribue à le rendre célèbre. Un succès retentissant, bien évidemment. On a Le Château de ma mère. Une trilogie encore, Le Château de ma mère. Le Temps des secrets, L'eau des collines, Jean de Florette, Manon des sources. Et malheureusement, Le Ton des amours sera publié à titre posthume en 1977, parce que lui, il meurt en 1974 dans sa maison, très grande maison de l'avenue Foch. D'ailleurs, on voit cette plaque extrêmement belle d'ailleurs sur de l'avenue Foch. Et bien sûr, il laisse derrière lui un héritage considérable qui inspire encore aujourd'hui des jeunes cinéastes. On a quand même ce mois-ci et toute l'année une sélection extrêmement intéressante, théâtrale, cinématographique, de livres. Par exemple, la nouvelle biographie qui vient de sortir il y a quelques jours, Marcel Pagnol, Autant n'emporte la gloire. C'est Jean-Jacques Gelot-Blanc. Lui, c'est un passionné, un spécialiste de Marcel Pagnol et proche d'ailleurs de ses petits-enfants. On a aussi une soixantaine de représentations théâtrales à Paris et à Marseille au mois d'avril jusqu'à la fin de l'année. Bientôt un musée. Oui, à Loches, dans les Bouches-du-Rhône, c'est là qu'il a passé ses étés. D'ailleurs, on retrouve à Loches, dans cette commune des Bouches-du-Rhône, dans toutes ses œuvres. Et on a aussi un film, un petit film d'animation en cours de production depuis 3 ans. C'est un film d'animation de Sylvain Chaumet qui est à l'origine des Triplettes de Belleville. Normalement, il sortira en 2025. Présentation pour la première fois officielle au Festival de Cannes 2025. Peu cher. Voilà. Tu pointes ou tu tires? Tu tires ou tu pointes? Pour l'instant, Brandon, on pointe. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral, Olivier Grenouillot.
Olivier Grenouillot, historien invité du Grand Oral à l'occasion du lancement de la collection La Bibliothèque a remonté le temps. C'est aux éditions du Cerf. Il n'y en a encore que 4 pour l'instant, donc je peux encore vous les montrer comme ça, en forme d'éventail. Mais il va en avoir, je crois, 4 par an, c'est ça ensuite? 6 par Même an. à plus 6 par an. Je dis des sautés. Ah oui, mais par bloc de 2. Par bloc de 2, tout à Voilà. fait. Vous signez un des 4 premiers livres sur le néolithique. Je veux bien qu'on y revienne. Vous avez un petit peu spoilé, comme on dit en bon français, divulgaché au début. On est à la fin de la préhistoire et à l'orée de l'histoire. Tout à fait. Bon, on fait débuter habituellement l'histoire avec l'invention de l'écriture. C'est ça. Mais on peut penser que véritablement que l'humanité entre dans l'histoire déjà des néolithiques avec la sédentarisation, les premières nécropoles, les premiers temples, l'agriculture, l'élevage, la poterie, la guerre, la Quand vous dites domination tout de ça, l'homme c'est par des l'homme. résultats de fouilles archéologiques, parce qu'il n'y a pas par définition, il n'y a pas de livre pour le raconter. Non, oui, et on n'a pas non plus d'histoire entre guillemets orale, on n'a aucune tradition, etc. Et donc tout ça, ce sont les découvertes archéologiques et l'interprétation de ces découvertes. Époque qui commence à l'occasion d'une période de réchauffement climatique, sauf que c'est un réchauffement qui, pour le coup, fut plutôt profitable à l'espèce humaine. Oui, alors ça commence à la fin, avec le Holocène, il y a 12 000 ans à peu près, réchauffement climatique, le niveau des mers monte d'à peu près 100 mètres, et puis ça conduit à des foyers d'innovation. Ce qui est important, c'est que le néolithique, c'est loin d'être une révolution brutale. Il faut parfois entre 1000 et 5000 ans suivant les régions pour que ces inventions finalement voient le jour. Oui, il y a des régions du monde d'ailleurs où elles n'apparaissent pas. Et vous dites d'ailleurs parfois qu'en termes de peuplement, il faut une génération pour faire 40 km. Ou 50 km, si je me souviens bien. Non, je vous cite de mémoire. La progression de néolithique en Europe, c'est à peu près 30 km tous les 25 ans par génération. Voilà. Une progression lente, mais néanmoins une révolution pour l'histoire de l'humanité, puisque on entre véritablement, à mon sens, dans l'histoire. Et on sort de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Oui. Pour entrer, comme vous le dites, dans celle de sédentarisation, dans l'histoire de l'agriculture, en fait. Oui. Période également de modification de l'alimentation. On apprend à cuisiner? On apprend à cuisiner. Comment on sait ça? Les chasseurs-cueilleurs savaient sans doute cuisiner, mais là nous avons retrouvé par exemple des batteries, de vraies batteries de cuisine avec des récipients qui, dont la fonction était différente. Certains servaient à faire bouillir les légumes, d'autres à faire bouillir la viande que l'on mélangeait ensuite dans un troisième récipient. Alors tout le monde n'avait pas cette batterie de cuisine, mais on peut dire que peut-être l'art culinaire commence aussi à l'époque du néolithique. À cette époque. Époque de forte explosion démographique également. Oui, il y a 3-4 millions d'habitants, enfin 3-4 millions d'humains sur la Terre, je dirais, il y a 15 000 ans. Et puis, donc au début du néolithique. Avant le néolithique, oui. Ouais. Et puis on passe après, disons, la fin du néolithique à 80 à 100 millions d'habitants. Voilà. C'est la première révolution démographique de l'histoire du monde. Voilà. Avec des foyers de peuplement qui sont finalement pas très nombreux. Vous donnez à un moment donné, il y a la carte, je pense qu'en vous la montrant, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça fait pas énorme non plus, mais il y en a partout. C'est ça qui est spectaculaire. Il y en a partout. Mais oui. pas forcément au même moment. Oui, non, parce qu'on distingue des foyers des foyers primaires, où ces inventions apparaissent, et ensuite, ces inventions se diffusent après dans d'autres régions du monde, mais pas dans toutes les régions du monde, encore une fois. Alors, ce qui est important aussi, peut-être dans le néolithique, mais c'est valable pour tous les livres de la collection, je parlais d'une ambition intellectuelle, et c'est que ça peut se décliner en 3 mots. Savoir, vous avez montré la carte, il y a une chronologie aussi, les faits sont là, les données sont là, mais je dirais que le savoir n'est pas suffisant. Je veux dire, on ne va pas enfiler... Des illustrations aussi, je vous coupe, c'est pour le dire. On ne va pas enfiler les faits comme on le ferait avec des perles sur un collier. Le savoir au service, finalement, est là pour essayer de répondre à de grandes questions. La grande question, comme vous l'aviez posée, c'est pourquoi, en partie le réchauffement climatique, comment est-ce que ça modifiait la vie concrète des hommes au quotidien, voilà. Et puis, je dirais qu'une fois que l'on sait, que l'on a compris de grandes questions, on peut se mettre à réfléchir. Et là, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure. Et là, on tire la signification des choses. Le dernier chapitre consacré aux résonances entre passé et présent. Et dans chaque livre, quel que soit le sujet, De Gaulle, les Vikings, etc., on a là ce savoir pour comprendre de grandes questions, si l'histoire a problème, finalement. Et puis après, on peut réfléchir. On fait beaucoup de géo aussi dans le livre. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi les 2 matières sont reliées à l'école. Tout à fait. On ne peut pas comprendre les néolithiques sans une carte. On ne peut pas comprendre finalement l'épopée viking entre 8e et 11e siècle. Les déplacements de population, l'alimentation, etc. Et également sans la question du climat, des ressources géologiques et de tous ces enjeux-là. Le néolithique qu'on a longtemps présenté comme une sorte d'âge d'or, en tout cas une sorte d'âge des Lumières après le paléolithique. Et on en revient, c'est ce que vous disiez à la fin du premier plateau, ça dépend du regard qu'on porte sur le progrès. Et au fond, ce discours très favorable sur le néolithique, il est daté, c'est les Lumières. C'est le moment où on veut dire l'innovation c'est chouette. Je le dis avec des mots vulgaires, mais... Je ne dirais pas lumière, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas du néolithique. Non. Je dirais que
surtout dans les années 1960 et jusqu'aux années 60, néolithique, on considère que voilà, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs entrent dans la civilisation par l'agriculture, la sédentarisation, etc. Et c'est quelque chose de formidable. Et c'est formidable, c'est un progrès qui a mené à ne plus s'arrêter. C'est les années de la complainte du progrès de Boris Vian, et le progrès est censé être formidable. Dans les années 70, au contraire, on se dit que le progrès va pas être, n'est pas irréversible, et surtout que le progrès, il n'y a pas que des points positifs. Il n'y a pas que des points positifs. Et donc on se met à dire, mais finalement les chasseurs-cueilleurs vivaient... c'est un monde idéal. Ils étaient en autosuffisance, ils savaient tout faire, ils étaient polyvalents, ils savaient innover. Parfois en exagérant, en pensant qu'ils vivaient d'amour et d'eau fraîche, alors que les chasseurs-cueilleurs avaient également des problèmes, par exemple, aux os, simplement, en utilisant le propulseur pour la chasse plusieurs heures par jour. Ils se fatiguaient. Et donc, on ne passe pas d'un monde idéal à un autre monde idéal. On a deux mondes différents. L'histoire comme continuum avec des regards qui changent, c'est un des aspects forts de cette bibliothèque à remonter le temps. Quand le regard sur une époque change, la façon d'en raconter l'histoire, c'est aussi le cas pour les Vikings, par exemple. Tiens, on va le voir juste après la récré. Brandon, on se retrouve pour la récré. Aujourd'hui, vous nous emmenez à 600 mètres de profondeur pour tenter de sauver un trésor. Enfin, de sauver. Oui, c'est notre partenaire, le groupe Playback, qui nous raconte cette histoire. Dans Mon Quotidien. Mon Quotidien du 10 avril. Histoire absolument rocambolesque. On apprend que des tonnes d'or et des pièces extrêmement rares se trouvent dans ce navire. Alors, il faut vous rappeler quand même l'histoire assez rapidement. C'est un grand navire espagnol qui est coulé par la flotte anglaise en 1708 durant la guerre de succession d'Espagne. Il est donc coulé au large de la Colombie, en mer des Caraïbes. Bon, jusque-là, voilà, tout va bien. 600 marins. Enfin, tout va bien, il est coulé quand même. Oui, avec 600 marins qui meurent. Tout va pas bien. Voilà, alors, j'ai pas indiqué les marins qui meurent. Oui, alors, donc il s'appelle le San José, c'est ce peuple d'Amérique du Sud, dont la capitale du Costa Rica. Donc 1708, on n'avait pas retrouvé sa trace jusqu'en 2015. On savait que. 600 marins, mais il y a 200 tonnes d'or surtout. Oui, c'est surtout ça, effectivement. Voilà. Et donc en 2015, on commence à retrouver sa trace. Et là, c'est une guerre de territoire qui se déroule entre d'un côté la Colombie qui revendique l'héritage parce que le navire s'est échoué, donc a coulé au large de la Colombie. On a aussi l'Espagne puisque c'était un navire espagnol, 300 mètres de long. On a aussi des autochtones parce que selon eux, les trésors qui se trouvent dans ce bateau ont été pillés le temps des colonies sur leur territoire. On a aussi une entreprise spécialisée maritime qui revendique l'héritage puisque selon elle, elle a découvert le bateau dans les années 80. Donc bref, c'est une guerre de territoire. On n'a pas encore l'héritage anglais, peut-être, en tout cas, qui ont coulé ce navire. Et figurez-vous quand même, alors on parle de trésor. Mais on le retrouve, le trésor. Alors, le trésor existe depuis quelques jours, début avril. On commence à récupérer des pierres, de l'émeraude et des trésors. Et là, on parle quand même de 200 milliards de dollars à l'intérieur de ce bateau. Le bateau ne sera jamais récupéré. 20 milliards, pardonnez-moi. Oui, bon, c'est mon esprit marseillais. On parlait de Marseille tout à l'heure. 20 milliards de dollars, effectivement. Et donc, il y a une guerre de territoire. On ne sait pas qui va l'emporter. Pour 20 milliards de dollars, ce sera sans doute la Colombie ou l'Espagne. Il y a des chercheurs, des spécialistes, des historiens qui sont en train de travailler pour connaître l'héritage. Voilà. Prochaine étape de la bibliothèque à remonter le temps. L'aventure du San José, ce sera possible peut-être, qui sait. Brandon, merci beaucoup. Merci. Olivier Grenouille au Grand Oral. Nous ne souhaitons pas dire au lecteur ce qu'il doit penser, mais l'aider à comprendre par lui-même, explique dans Marianne Olivier Grenouillot à propos de cette collection qu'il lance aux éditions du Cerf sous le titre « La bibliothèque a remonté le temps ». Je me suis arrêté sur ce volume consacré au néolithique parce que vous l'avez signé et écrit, bien sûr. J'ai bien aimé aussi celui sur les Vikings, dont je croyais très sincèrement qu'ils portaient des casques à cornes, alors que c'est une invention de Wagner. Tout à fait. Un millénaire après. Tout à fait. Voilà, le Viking tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Ouais, voilà, on le voit, parfait. Il apparaît sur cette gravure. C'est ça, des cornes. De 1908. Ouais. Et finalement, ça permet aussi de montrer ce que sont les illustrations dans la collection. Dans le bouquin, absolument, très belles illustrations. Pas des illustrations en couleur, parce qu'on en voit partout et on est submergé et on ne les voit plus. Ouais. Mais de vrais dessins, non pas générés par une intelligence artificielle, mais par une dessinatrice, et avec un trait, je dirais, sobre. Et ce sont des répliques de véritables documents historiques. Ce ne sont pas des dessins d'imagination. Et donc, c'est Wagner qui invente les casques à cornes des Vikings ? Tout à fait, tout à fait. Quand il écrit l'anneau d'Ilibeng. D'ailleurs, au départ, ce n'est pas un peuple, les Vikings. Non, d'ailleurs, Bruno de Mézil le dit bien, les Vikings ne sont pas un peuple. C'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la majuscule. La Viking, c'est l'association, finalement, de quelques personnes pour une aventure à l'extérieur, soit finalement guerrière, soit commerciale. Voilà. Donc, ce sont des commerçants explorateurs qui, au besoin, font le coup de poing, quoi.
Je caricature un petit peu. Alors, ils ont contribué à modifier la face de l'Europe, et pas simplement de l'Europe. Parce qu'ils font des grandes découvertes. On trouve des Vikings, finalement, sur les fleuves russes. Ils vont commercer avec l'Empire musulman, tout à fait à l'Est. Ils arrivent jusqu'en Sicile, même s'ils ne sont plus à l'époque des Vikings. Parce que une autre question que se pose l'auteur, c'est peut-on pas une diaspora viking? Les Vikings, en fait, encore une fois, ce sont des associations de quelques personnes. Ils sont très peu nombreux dans les pays ou même dans les régions où ils se fixent, comme la Normandie, et ils se mélangent de suite à la population locale. Et donc finalement, ils se diluent très très rapidement dans un tissu humain beaucoup plus large. Mais néanmoins, peut-être, c'est l'une des conclusions de Bruno de Mézil, les Vikings, peut-être, ce qui les caractérise, c'est cette capacité à s'adapter. C'est ça. La quantité de choses. Mais on en fait un peuple, on lui donne une identité, notamment au XIXe siècle, au moment de l'apparition des États-nations. On va réécrire l'histoire. C'est pratique, c'était 7 siècles avant, donc finalement tout le monde un peu moins 6, enfin bref, mais tout le monde a un peu oublié, il n'y a pas beaucoup de traces, et on leur prête finalement des propriétés qui n'étaient pas, des caractéristiques qui n'étaient pas les leurs. Tout à fait, on réinvente l'histoire des Vikings. Et donc ce livre, les 8 chapitres qui précèdent ce dernier chapitre-là sont là pour montrer ce qu'étaient véritablement les Vikings. Reste à ne pas transformer le mythe en un véritable passé, écrit Bruno de Mézil, l'auteur que vous venez de citer, mais ça vaut pour toute l'histoire en fait. Tout à fait. C'est pour ça que, encore une fois, chaque ouvrage est différent, mais la baquette est la même. Le dernier chapitre, c'est donc les résonances entre passé et présent. Dans chaque ouvrage, on essaie finalement de donner, finalement, de permettre à chacun, je dirais, de s'élever par le savoir, avec une ambition civique. Parce que c'est ce que nous dit Frédéric Fogacci dans le De Gaulle. Pour De Gaulle, la culture générale, disait-il, c'est l'école du commandement. Je dirais qu'aujourd'hui, la culture générale, c'est pas simplement l'apanage du chef. C'est ce qui rassemble, c'est ce qu'on a de commun. Ouais. Et dans un monde atomisé, la culture générale est essentielle d'un point de vue civique. Je complète la citation de De Gaulle. Il dit, au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Oui, effectivement, je l'ai retrouvé cette citation en lisant le bouquin sur De Gaulle. Mais la culture générale, c'est aussi la faculté à tisser des liens entre les différentes disciplines. Et ça, alors vous le faites un peu dans le bouquin, je citais notamment avec la géographie pour le néolithique, mais c'est présent dans d'autres livres. Mais on a quand même tendance parfois à saucissonner le savoir et pas avoir une vision globale de ces phénomènes. Alors, et on essaye évidemment là de faire des rapprochements avec d'autres sciences de l'homme. Le néolithique, évidemment, il y a l'archéologie, il y a aussi l'anthropologie. Parfois, ce qu'on sait des peuples premiers permet de comprendre un peu les peuples du néolithique et inversement. Et donc, il y a cette dimension, je dirais, sciences sociales en général. Mais il y a surtout cette dimension civique, voilà. Donner les clés pour s'élever par le savoir, essayer de favoriser la lecture. Humblement, on sait que nos jeunes, et pas simplement les jeunes, lisent de moins en moins. Donc essayer de pousser la lecture avec des ouvrages finalement qui posent de véritables questions. Le défi, et ce que l'on pense, c'est que finalement, on peut attirer le lecteur en lui présentant de grandes idées, de grands problèmes à résoudre, à la condition que l'on ait de beaux livres et des livres et que ce soit accessible. Vraiment accessibles à tous. Et ça l'est vraiment. Alors vous dites de 14 à 99 ans. Moi je pense que dès 11-12 ans on peut commencer à y arriver. Jusqu'à 100 ans. Au collège. Et puis, très bon élève de 12 ans, à partir de 100 ans on peut même aussi, non? Oui, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de limite supérieure. Voilà. Vous restez avec nous. C'est jour de cantine aujourd'hui dans la quotidienne. On va aller à la cantoche et voir ce qui se passe sur le plateau repas de Sandra Ferreira. Merci beaucoup Brandon. Merci, on vous laisse aller plonger pour chercher votre trésor. Sandra Ferreira, plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler sucre aujourd'hui, ce qui me fait penser évidemment au petit carré blanc que je mettais dans le temps dans mon café. J'ai arrêté depuis quelques années. Ça peut me faire penser quand même au sucre glace pour saupoudrer. Voilà, sucre roux également. Mais en fait, il y a plein de types de sucre et vous allez nous faire les présentations. Est-ce que d'ailleurs on sait combien il y a de types de sucre sur le marché? Vous nous en avez posé déjà rien que 3 sur ce plateau-là. Vous pourrez déguster si vous voulez pour vous rappeler le goût du sucre, Emmanuel. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Moi, j'en ai recensé une douzaine. Okay. Voilà, quand j'ai recherché en magasin, bio, en supermarché. Le plus connu, c'est celui que vous avez dans les mains. Le sucre blanc, le sucre raffiné. C'est le sucre blanc de table. Il est fait à partir de betteraves sucrières ou de canne à sucre, de betterave sucrière. C'est une betterave particulière. On connaît aussi le sucre roux. Alors, c'est pas lui. Ah ben non, ça va être lui. Oui, c'est lui. Et voilà. Le sucre roux. Et cassonade, autrement dit. Voilà, cassonade. On va en reparler justement parce qu'il y a des petites choses particulières là-dessus. Et il en existe beaucoup, beaucoup plus. Et certains sucres sont méconnus. Alors, j'imagine que c'est le troisième que vous m'avez mis là. Là, c'est un troisième, mais je ne vous dis pas encore lequel. Sucre mystère. Alors, on va commencer par celui qu'on utilise presque tous les jours et dont vous nous avez quand même souvent dit que ce n'est pas votre préféré. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en prendre. Voilà, et puis je vois que vous écoutez
écouter tout. Ben oui. C'est pas, il faut pas non plus le diaboliser. Il faut pas en avoir peur. C'est pas le meilleur. Je vous l'accorde, Emmanuel. Il est très raffiné, donc il a perdu vraiment tous ses minéraux et toutes ses vitamines. En gros, c'est des calories vides. Si on résume, ça sert à sucrer. Ça n'a pas d'intérêt nutritionnel, tout simplement. Et quand je parle du sucre blanc, je parle aussi du sucre glace dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est juste un sucre blanc complètement moulu qui donne ce côté vaporeux au sucre glace. Et plus étonnant encore peut-être, je vous mets dedans le sucre roux. Lui, en fait, du sucre blanc coloré. Justement, on va en parler. Ça, c'est un sucre blanc déguisé. Alors, vu que moi j'ai toujours non mais oui, pas tous. D'accord. Si c'est de la cassonade, il faut bien il y a écrit cassonade. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Pure canne. Pure canne. Si c'est de la canne, on est bon. Il y a un peu, très peu, mais encore des vitamines et des minéraux. Sauf que parfois, il est déguisé, c'est du sucre de betterave sucrière blanc qu'on a fait caraméliser, donc qui donne cette couleur rousse. Et là, du coup, on n'est pas dans ce qu'on veut. Il y a le goût typique. Donc vérifiez toujours que ça soit bien de la pure canne quand vous prenez de la cassonade. Ok, est-ce qu'il y a du sucre bon pour la santé, genre celui-ci? Genre celui-ci, c'est pas encore celui-ci, mais il est bon pour la santé, il arrive après. Alors, mon préféré, c'est le sucre complet. Alors, je ne l'ai pas ici en plateau, vous en trouvez facilement dans les magasins spécialisés et dans les épiceries bio. Sucre complet, vous le trouvez sous d'autres noms. Dulcita, Rapadura, Muscovado. Ça fait rêver, moi ça me donne ça fait voyager surtout. Voilà, origine géographique différente en fonction du sucre. Par exemple, Muscovado, ça nous vient de l'île Maurice et des Philippines. Le Rapadura, l'Amérique latine, par exemple, le Dulcita. Et donc c'est quoi alors? Et donc là, tout simplement, c'est pareil, on est sur du sucre de canne qui n'a subi aucune transformation. On a des vitamines, des minéraux. Vous le trouvez sous forme brute, vraiment des petits carrés. Ah, c'est le sucre un peu caillou. Un peu caillou, oui, un peu caillou. Et donc c'est écrit complet. Et là, on est vraiment bien parce que ça sucre bien. Et il y a un paradoxe, c'est qu'on a remarqué qu'il ne donnait pas de caries. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Les diabétiques, ils doivent éviter tous les sucres en général. C'est interdit. De manière générale, ceux issus de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, c'est pas terrible. Mais je vais en citer quand même 3, 4, 5 qui sont intéressants. La stevia, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait... C'est une herbe. Tout à fait, Emmanuel. Ça vient d'une herbe, qu'on appelle d'ailleurs l'herbe sucrée. C'est 4 à 5 fois plus sucrant que les sucres traditionnels et ça ne monte pas la glycémie. On a aussi le sirop d'agave que je n'ai pas ici, mais c'est sous forme liquide. Là, c'est tiré d'une plante mexicaine. Pareil, gros pouvoir sucrant, pas trop calorique et ne fait pas monter la glycémie. Et ça y est, vous avez compris lequel arrive. J'adore celui-là. C'est le sucre de fleur de coco. Ça fait rêver déjà rien que au nom. Sucre de fleur de coco, c'est un petit goût caramélisé. Il y a une cuillère si vous voulez goûter, allez-y. Ça ne fait pas monter la glycémie. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a le xylitol aussi qui existe. Alors le terme n'est pas beaucoup, appétissant, mais xylitol. Dégustation par Olivier Grenouillot. Alors, qu'est-ce que ça donne le sucre de fleur de coco? Bien caramélisé. Oui, c'est un petit goût. Et simplement la coco en arrière-goût, après. Je vois qu'il y a un palais très fin. J'ai vu que là, également, il y avait une petite surprise quand même à la dégustation, non? Tout à fait. Une bonne surprise même. Ça a l'avantage d'avoir ce petit goût, ça n'augmente pas la glycémie. Le xylitol, l'érythritol qui vient du fruit. Bref, des mots des fois qui peuvent faire peur, mais qui sont des sucres très intéressants. Le miel, on ne peut pas utiliser le miel? Eh bien si, très bonne idée. Le miel naturel, antiseptique, antibactérien, on est bon pour la santé, n'hésitez pas à échanger votre génial. Avec un petit peu de miel. Merci beaucoup pour tout ce décodage et pour toutes ces dégustations. Olivier Grenouillot, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Bravo pour cette super collection qui a le souci vraiment d'être très lisible. Il y a un effort dans la maquette, dans l'écriture, pour que ce soit en permanence accessible à toutes et à tous. Les prochains titres, vous avez ça en tête, les prochaines? Parmi les prochains titres, on a la guerre froide, on a la guerre d'Algérie, on a les conquistadors, le temps des cathédrales. Donc vous avez tout juste le temps de lire les 4 premiers avant que les 6 suivants arrivent. C'est aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous. Sandra, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope Day à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Gouril à fond au son et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.